Bienvenue au webinaire Coléade sur l'accès au financement, organisé par Fit for Market Plus le 17 avril. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette session spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises agricoles, ainsi que les coopératives, cherchant à mieux comprendre comment accéder à du financement pour leurs projets de développement. Nous avons appelé ce webinaire Démystifier l'accès au financement pour vos projets agricoles et horticoles, car notre objectif était de répondre en 1 heure aux questions de base que vous vous posez dans le cadre d'une recherche de financement. Cette vidéo est segmentée en 9 chapitres. N'hésitez pas à consulter le chapitre qui vous intéresse le plus. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos remarques et impressions via le formulaire de satisfaction mentionné en commentaire et en description de cette vidéo. Maintenant, pour ce qui est de ce moment que nous allons passer ici, nous aurons à peu près 1 heure, 1 heure 30 du temps, 1 heure pour les présentations et 30 minutes pour les questions. Alors, le programme que nous avons retenu pour ce webinaire, comme vous le voyez, donc nous allons commencer par l'introduction pour voir qu'est-ce que nous allons faire, pourquoi nous sommes là, et ensuite nous passerons sur les diverses notions comme l'accès au financement, la maturité du projet et jusqu'au niveau des défis communs. Et nous partagerons aussi des histoires de réussite afin de voir exactement sur le terrain ce que ça donne. Ensuite, il y aura la session, comme je disais tout à l'heure, des questions-réponses. L'ensemble des questions qui ne seront pas répondues sur le chat, donc nous les reprendrons pour pouvoir vous donner les éléments de réponse. Allons au niveau de l'introduction. Dans l'introduction, donc, nous allons voir le contexte et les objectifs de ce webinaire. Ensuite, il y aura la présentation de ceux qui vont animer le webinaire et le déroulement. Mais je vais donner la parole donc à mon homonyme Brice pour nous donner le contexte et les objectifs. Brice, à vous la parole. Bonjour, merci. J'étais en mute. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Brice Moureau et je suis responsable du département accès au financement au COLID. Brice, vous pouvez passer à la slide suivante. Euh, le COLID est l'organisation qui a développé et financé ce webinaire que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec PPI. Qu'est-ce que le COLID? Un bref mot d'introduction avant de vous expliquer le contexte de ce webinaire. Le COLID, c'est le comité de liaison entrepreneuriat, agriculture et développement. Nous sommes une association sans but lucratif du secteur privé focalisée sur les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture en général. Nous sommes à la fois un réseau et une boîte à outils. Un réseau de plus de 500 membres répartis dans plus d'une cinquantaine de pays. Nous avons une équipe de 80 personnes qui sont, elles, réparties dans 4 bureaux, 2 en Europe, un en Afrique de l'Est, un en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons principalement du renforcement de capacité pour tous les acteurs des secteurs horticoles et agricoles. Renforcement de capacité à travers de l'assistance technique et de la formation. Nos principaux clients sont l'Union européenne, l'Organisation des pays ACP, l'AFD, etc. Vous les voyez ici à droite. Nous avons un réseau d'experts de plus de 1200 experts sous contrat cadre pour vous aider sur toutes les thématiques que vous pouvez rencontrer. C'est-à-dire que nous aidons les acteurs du secteur privé, les entreprises, les PME, les coopératives, mais également les acteurs du secteur public. Nous sommes dans ce secteur depuis plus de 50 ans, comme je l'ai dit, avec une expertise accumulée très élevée sur toute une série de thématiques. Ça va de la certification aux itinéraires de production, à du renforcement de capacité en termes de gestion de votre business, etc., etc. Voilà. On peut passer à la slide précédente, à la slide suivante, pardon, qui va préciser le contexte et les objectifs de ce webinaire. Alors, pourquoi organiser un webinaire sur l'accès au financement? Eh bien, au fil de nos opérations, nous nous rendons bien compte que l'accès au financement est un facteur bloquant important pour nos partenaires bénéficiaires que nous aidons à se développer. Nous le remarquons en parlant avec ces partenaires bénéficiaires et également en parlant aux sources de financement qui essayent d'adresser ce secteur. Quand on discute avec nos partenaires bénéficiaires, c'est-à-dire des entreprises, des coopératives, très souvent, on fait face à des dirigeants qui nous demandent s'ils ont vraiment besoin d'un financement externe, si leur projet est prêt pour ce financement, qu'est-ce qu'il est nécessaire de préparer pour arriver à ce financement,
À qui ils doivent parler? Est-ce que c'est plutôt à une banque, à un fonds d'investissement? De combien ont-ils vraiment besoin? On le voit, c'est très compliqué de s'y retrouver. Quand on parle aux sources de financement, on se rend compte également que celles-ci connaissent très peu la réalité du terrain des acteurs de l'horticulture. Donc, elles n'ont que très peu développé des outils qui sont adaptés à ces acteurs. Le résultat de cette incompréhension et de ce manque d'outils financiers adaptés, c'est que de très nombreux projets n'obtiennent pas le financement qu'ils méritent. Notre objectif, donc, au Colide, c'est d'essayer de fournir les outils et les connaissances nécessaires aux entrepreneurs, aux dirigeants du secteur horticole en termes d'accès au financement pour qu'ils comprennent ce qu'est l'accès au financement, ce que ça nécessite d'accéder à du financement, quand l'utiliser, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser. C'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui, en 1 heure, avec notre partenaire PPI, de vous expliquer, de vous donner les clés pour accéder à du financement. Voilà, j'espère que c'est très clair les objectifs, pourquoi participer aujourd'hui. Je vous laisse en compagnie de Brice et Bara pour le reste de cette présentation et je reviendrai pour les questions et réponses. Merci à tous et bon webinaire. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation. Alors, donc comme on dit de coutume, comme ici en Afrique, on ne peut pas commencer déjà à parler sans se présenter. Donc, nous allons nous présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Brice Mbemba Mbemba et je suis sénégalais et je travaille donc dans le secteur d'accompagnement des agripreneurs au niveau donc de l'inclusion financière, la gestion des projets, des entreprises, la formation, le financement de tout ce qui est activité agricole et donc j'appuie également les coopératives sur l'accès au marché, l'accès au financement. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Bara également pour se présenter. Bara, à toi la parole. Merci Brice. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Barandao, donc je suis sénégalais et je suis basé à Dakar. Donc, je suis expert inclusion financière. J'ai une expérience à près de 20 ans sur l'inclusion financière et sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne tout ce qui est organisation, tout ce qui est PME sur l'accès au financement et assistance technique aussi aux institutions de microfinance. Donc, je vous souhaite vraiment un très bon webinaire et nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci Brice. Merci beaucoup, Bara. Donc, nous allons poursuivre donc notre webinaire. Donc, au niveau donc de l'introduction, comme je disais, le déroulement, ça va se faire? Quelles sont les notions que nous allons partager ensemble avec vous? Tout à l'heure, on a vu l'introduction avec Brice qui nous a permis donc de répondre à la question pourquoi participer à ce webinaire. Ensuite, nous allons passer à l'accès au financement pour votre projet agricole. La question principale à laquelle donc nous allons répondre après tous les éléments sur cette deuxième session serait pourquoi chercher un financement extérieur pour mon projet. Donc, une fois que nous avons répondu à cette question, nous allons voir est-ce que ma maturité, la maturité de mon projet me permet de chercher le financement externe et quelles sont la préparation que je dois faire à l'investissement. Et après donc avoir vu la maturité, la préparation, nous allons analyser les sources de financement et les critères d'éligibilité. Donc, à savoir qui devons-nous contacter. Quand nous cherchons des financements, qui devons-nous contacter? Quel est le produit qui convient mieux donc à notre projet? Est-ce que nous serons éligibles à ce projet? Ensuite, nous passerons donc en profondeur pour voir les conditions pour l'accès au financement. Parce qu'une fois que nous savons que nous avons plutôt déterminé les sources de financement, nous allons voir quelles sont les conditions pour accéder au financement et que faut-il préparer avant de demander un financement. Et nous savons que cette étape est importante au niveau des structures qui accordent les financements et nous allons voir en détail quels sont les documents qu'il faut préparer à ce niveau et quel est le processus à suivre. Donc ça sera notre chapitre 6 sur le processus de financement. Quelle étape on doit suivre? Est-ce qu'à chaque étape, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et ça,
Nous allons rentrer en détail sur ça. Ensuite, nous partagerons les défis communs. Nous savons que toute démarche, que ce soit une démarche de financement d'accès au marché, ça pose des obstacles en cours de route. Et nous allons voir quelles sont les difficultés typiques que nous pouvons rencontrer au niveau donc de ce processus. Et nous terminerons donc avec les histoires de réussite pour voir à quoi ressemblent donc les exemples pour ceux, par exemple, qui ont déjà accédé au financement. Et après, ça sera la session de clôture. Maintenant, nous allons rentrer sur l'accès au financement pour votre projet. Ici, nous allons parler de ce qu'est l'accès au financement, mais également les raisons pour lesquelles nous devons rechercher un financement pour notre projet agricole. La première question qu'on peut se poser quand il s'agit de l'accès au financement, qu'est-ce que nous comprenons par l'accès au financement? Nous, dans ce webinaire, nous l'avons défini comme étant, donc pour une entreprise, la capacité de pouvoir utiliser, donc au bon moment, dans de bonnes conditions et pour un montant optimal, les ressources financières qui sont disponibles donc dans son environnement pour pouvoir répondre à ses besoins. Et une fois qu'on a compris ce qu'est l'accès au financement, il s'agit maintenant de se demander est-ce que tous les projets d'entreprise nécessitent un financement externe? Et la réponse à cette question est non. Alors, quelles sont donc les principales considérations à prendre en compte pour pouvoir se dire que non, mon projet à ce moment a besoin d'un financement externe? Alors, les considérations que nous vous présentons sont de 3 ordres. Il faut d'abord voir donc la viabilité du projet, les ressources internes et notamment l'environnement des entreprises. Alors, lorsque nous parlons de la viabilité du projet, il s'agit de se demander, est-ce que mon projet est autonome? Est-ce que mon projet a je dirais, a les potentialités de pouvoir croître? Alors, à ce niveau-ci, la réponse est oui. Alors, dans ce cas, vous pouvez demander un financement externe. Par contre, si la réponse est non, et là uniquement, il faut plutôt travailler sur la viabilité du projet, travailler d'abord pour rendre le projet beaucoup plus viable avant d'aller demander un financement externe. Nous avons également parlé donc tout à l'heure de ressources internes. Qu'est-ce qu'on entend par ressources internes? Ici, les ressources internes, c'est ce sont les bénéfices que l'entreprise réalise. Ce sont également des flux de trésorerie positifs au niveau donc de votre projet ou de votre entreprise. Alors la question c'est que est-ce que mes ressources financières me permettent d'aller prendre un financement externe? Est-ce qu'avec mes ressources, je suis capable de pouvoir tenir et rembourser le financement externe? Si c'est oui, alors vous pouvez prendre, vous avez besoin d'un financement externe. Maintenant, si c'est non, et là également, on peut prendre, puisque le projet est déjà viable, on peut prendre un financement externe pour pouvoir renforcer l'activité afin que l'activité puisse avoir assez de ressources pour pouvoir donc faire face à certains défis. Au niveau donc de troisième considération, c'est l'environnement des entreprises. Alors, avant d'aller chercher le financement externe, on peut se demander est-ce que c'est le bon moment pour aller chercher un financement? Est-ce qu'au niveau de l'environnement, les taux d'intérêt sont assez, je dirais, abordables? Est-ce que les conditions d'accès aux produits sont abordables? Est-ce qu'avec notre entreprise, on peut, ce que le marché nous propose, nous pouvons aller prendre le crédit et pouvoir fonctionner normalement? Si la réponse est oui, alors là, vous pouvez prendre le financement externe. Par contre, si la réponse est non, alors
il est mieux donc d'attendre que l'environnement s'améliore, que les conditions peut-être soient beaucoup plus acceptables pour vous afin de pouvoir donc accéder au financement externe. Maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à aller rechercher un financement pour notre projet agricole? Il faut savoir qu'on a deux grandes raisons qui peuvent nous inciter à cela. La première raison, c'est les investissements, donc les dépenses en capital. Et la deuxième raison, ce sont les dépenses opérationnelles de la structure. Au niveau des dépenses en capital, et c'est ici que le COLID en fait met le point et propose beaucoup de renforcement pour les projets agricoles. Ici, les dépenses en capital qu'on appelle le CAPEX, il s'agit en fait, ça se réfère aux achats, par exemple, des actifs ou à l'amélioration des actifs qui existent dans l'entreprise ou au niveau du projet. Ça peut être, par exemple, l'achat de machines ou d'équipements. Pour ceux, par exemple, qui sont dans les fruits et légumes, ça peut être un camion frigorifique, acheter des panneaux solaires pour améliorer peut-être l'électricité pour que les produits soient bien conservés, etc. Ça peut également être de l'achat ou la construction de bâtiments, du terrain pour faciliter l'entreposage des produits ou bien pour faciliter l'écoulement du produit. Ça peut également être des achats de machines, etc. Et donc, toutes ces dépenses, c'est ça qu'on appelle les dépenses en capital, le CAPEX. Alors, les autres types de dépenses, ce sont les dépenses opérationnelles qu'on appelle les OPEX. C'est donc de l'argent que l'entreprise utilise pour financer les opérations quotidiennes donc, de son fonctionnement. Parmi les opérations quotidiennes, ça peut être payer le loyer, payer le carburant pour le déplacement des véhicules qui vont aller prendre les matières premières, payer l'électricité. Ça peut également être des paiements des intrants, l'achat des intrants. Ça, ce sont des types des dépenses opérationnelles ou même le paiement des salaires des employés lorsqu'on finit par exemple une récolte avant que le produit puisse finir à être transformé et vendu sur le marché, il faut payer les salaires, il faut payer les ressources du personnel et là également ça intervient les dépenses opérationnelles. On peut faire appel donc au financement. Il y a aussi les frais de transport et d'exportation. Donc, les produits ont été transformés, on n'a pas encore vendu, mais il faut pouvoir les vendre. Si on vend, par exemple, dans la sous-région, il faut pouvoir transporter les produits. Et là également, ce sont des raisons qui peuvent inciter un projet ou une entreprise à pouvoir demander donc du financement. Alors, je reviens sur les premières dépenses, donc les CAPEX, les dépenses en capital. Il faut dire que c'est à ce niveau-là que le webinaire d'aujourd'hui intervient, sur ce type de dépenses, car ce sont les dépenses que les investisseurs et les banques sont généralement plus intéressés en fait à financer. Et donc, c'est cet élément-là qui va nous intéresser pour ce webinaire. Le troisième point, c'est sur la maturité du projet. On va maintenant parler de la maturité et la préparation à l'investissement. Ici, nous allons voir qu'est-ce qu'on entend ou bien les différentes étapes de la maturité et comment arriver à toucher la confiance des investisseurs. Alors, sur la maturité, nous aurons 4 étapes. Sur ces 4 étapes, nous commençons par la première étape qui est la génération de l'idée. Alors, prenons un exemple d'une entreprise qui vend les mangues. Alors, cette entreprise travaille, donc vend le mangue pendant des années et à un moment, elle se rend compte que c'est vrai que les mangues marchent bien, elle a des marchés, mais il y a encore des potentialités. Par exemple, si elle se mettait à vendre du jus de mangue, donc à transformer les mangues en jus de mangue. Et là, c'est une idée, donc elle retient l'idée de transformer
ces manques donc, en un autre produit et pouvoir le vendre. Elle a l'idée et ça, c'est la première étape de la maturité, on dira le début donc du projet. Et à ce niveau, il faut que l'idée soit documentée, à savoir, il faut que sur cette idée, savoir quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je peux attendre de cette idée. Une fois que l'idée est développée, l'entreprise va évoluer et va atteindre un autre niveau. Donc, ce qui sera la recherche et la validation. Donc, on sait ce qu'on attend. On va maintenant étudier le marché. Est-ce qu'il existe un marché pour les jus de fruits? Si on fait les jus de fruits, à qui on va les vendre? Euh, quelle sera notre, comment on appelle, activité? Comment nous allons valider cette activité? Est-ce que l'activité est rentable ou non? Et comment nous allons, par exemple, prendre nos produits et pouvoir les mettre au point où le client peut accéder à nos produits. Donc, ici, l'entreprise, pour valider donc cette idée, pour avoir ces éléments, donc peut démarrer déjà l'activité, peut-être en faisant des jus en petite quantité, soit au niveau de l'atelier où elle exerce déjà, ou bien au niveau donc de sa maison, et maintenant commencer à vendre les produits, voir quels sont les résultats que ça donne, pouvoir et suivre ces résultats. Si les résultats sont prometteurs, alors dans ce cas, on se dit, OK, le retour des informations est positif, donc je peux continuer avec mon idée. Il s'agira maintenant d'aller au niveau de l'expansion. Ici, l'entreprise a validé l'idée et donc elle a déjà fonctionné pendant une certaine période, ça peut être 1 an, et on voit que quand même l'activité est rentable. Et on se dit, est-ce qu'on peut se développer et être prêt à aller à l'échelle? Donc, à ce niveau, la maturité est déjà quand même assez importante. Et ici, la consolidation, la formalisation est importante parce que l'entreprise commence à se développer. Elle se dit, OK, je dois attaquer les marchés. Ça peut être un marché qui est dans sa zone ou un marché qui est peut-être dans une autre région. Donc, il est important donc de pouvoir se développer. Et ensuite, une fois développée, l'entreprise atteint maintenant une certaine croissance. Donc, les ventes se multiplient, elle a une certaine stabilité, les cycles d'exploitation sont assez réguliers, les financements ici est nécessaire donc pour pouvoir maintenir sa croissance ou pour pouvoir accélérer cette croissance et avoir de l'avantage concurrentiel. Donc ici, il faut dire, voilà le cycle, les 4 étapes de la maturité. Il faut dire que la maturité, la phase 3 et la phase 4, et c'est cette phase-là au cours de laquelle l'accès au financement pourrait être nécessaire pour ce type de projet. Et nous voyons, si nous regardons les 4 étapes, nous voyons que de la première, au niveau de la première étape, le besoin d'accès au financement est très faible jusqu'à la deuxième. Et c'est à partir de la troisième où il y a un besoin important et qu'il faut maintenant se formaliser et avoir tout ce qui peut nous permettre d'avoir le financement. Alors, la maturité, la maturité du projet, instant, il me fait sortir. Ici, comme nous avons vu notre maturité, notre projet est mature, donc nous restons sur notre exemple donc de l'entreprise qui vend les mangues. Donc là, le projet est maintenant mature. La question c'est comment toucher la confiance des investisseurs? Comment allons-nous faire pour que les investisseurs puissent nous prêter de leur argent? Et ici, donc comme vous savez, dans toute chose, la présentation, elle est importante. Lorsqu'on est bien présenté, ça permet de bâtir la confiance. Et donc, l'entreprise ici, les premiers éléments qui peuvent inspirer confiance aux investisseurs, il y a l'activité formelle. Donc, au niveau de l'activité, l'entreprise elle doit être enregistrée, elle doit être conforme donc aux autorités, elle doit pouvoir avoir des systèmes d'information. Et ça, ce sont les éléments qui renforcent la confiance des investisseurs. L'autre élément, c'est une équipe et une gouvernance solide. Parce que celui qui va donner de l'argent va d'abord savoir est-ce que mon argent va aller dans des mains sûres? Est-ce que les gens cela pourront bien gérer
le financement que je leur donne. Donc, l'équipe et la gouvernance solide, elle est importante. Enfin, il y a la documentation. Au niveau de la documentation, il est important donc d'avoir les comptes audités, avoir les comptes de gestion qui sont disponibles, les dossiers historiques. C'est vrai que des fois, on fait le point, on met l'accent sur le futur, ce que l'entreprise veut devenir, mais il est important aussi de montrer ce qu'on a déjà réalisé afin de voir que les projections que nous faisons se fondent sur des bases réelles, des bases solides. Et un autre document aussi qui est important ici, c'est le plan d'affaires. Le plan d'affaires, lorsqu'il est disponible, ça permet aux investisseurs de voir ce que l'entreprise veut faire. Nous y viendrons tout à l'heure. Donc, la documentation, elle est importante à tenir à jour et à avoir. Donc, j'insisterai sur ça, la documentation historique. Ce qu'on a déjà réalisé là, joue un rôle fondamental donc, dans la communication avec les parties externes, notamment donc, pour les convaincre de fournir le soutien nécessaire. Ça les permet de voir d'où nous venons et là où nous voulons nous rendre. Maintenant, nous allons parler des sources de financement et des critères d'éligibilité. Et sur cette partie, nous voulons échanger avec vous sur les catégories communes de financement externe qui existent, les sources donc de financement, les produits pour les produits agricoles et les critères d'éligibilité qu'on peut avoir. Alors, au niveau des catégories de financement externe, on peut déjà distinguer trois types de catégories. Il y a ce qu'on appelle les dettes, il y a ce qu'on appelle les prises de participation et les subventions. Alors, rentrons dans chaque catégorie. Au niveau de la dette, c'est un accord financier donc, qui porte sur l'argent, sur un actif, dans lequel donc, un prêteur fournit de l'argent ou des actifs à un emprunteur. Et l'emprunteur accepte de rembourser le montant du prêt avec des intérêts sur une période spécifique. Si nous considérons donc notre exemple de l'entreprise de Mong, ici, par exemple, on peut dire que cette entreprise donc, a contracté, par exemple, une dette, a pris une dette de 2 millions pour obtenir, donc, obtenu auprès d'une banque pour acheter une centrifugeuse industrielle pour les Mongs. Et les dettes, on peut les avoir donc, auprès des banques commerciales, auprès des institutions de microfinance. L'autre catégorie, c'est la prise de participation, qui est donc l'achat d'actions ou de parts de sociétés dans l'espoir d'obtenir donc un retour sur investissement. Donc, ça peut être un particulier ou un fonds de capital ou un investisseur privé qui apporte de l'argent, qui achète des actions au niveau de l'entreprise, donc pour renforcer l'entreprise et lui pour avoir le retour. Et lorsque ce fonds ou bien cette personne apporte de l'argent, on va l'appeler maintenant un actionnaire. C'est-à-dire il devient comme propriétaire d'une partie de l'entreprise. Alors maintenant, au niveau de la subvention. Au niveau de la subvention, ce qu'on peut dire, c'est que la subvention, donc ça intéresse beaucoup de choses, beaucoup de personnes ici. Et la subvention, c'est un soutien financier qui est accordé donc à l'organisation ou à l'entreprise sans attendre donc un remboursement, contrairement aux dettes. Ici, au niveau de la subvention, on n'attend pas de remboursement. Donc, les subventions sont généralement accordées donc, pour financer les activités initiatives, ça peut être de la recherche, ça peut être quelque chose, en fait, peut-être qui démarre, qui correspond au but et aux objectifs donc de l'organisation qui donne cette subvention. Et les structures souvent qui donnent des subventions, c'est souvent les fondations comme Mastercard, USAID, ça peut être GIZ, la coopération, l'Agence française de développement. Et ce sont ce type de structures qui accordent donc les financements, les subventions plutôt. Alors, une fois qu'on a vu les différentes catégories des sources de financement, nous allons maintenant regarder à l'intérieur de ces types de financement les produits qui existent et que les projets agricoles peuvent solliciter. Ici, nous avons
on peut avoir des prêts, par exemple des financements auprès des amis, qui se dit, c'est des prêts que les parents, ça peut être des parents, ça peut être des frères, qu'ils vous donnent ou des proches parents qu'ils vous donnent pour pouvoir faire une activité, pour développer votre activité. La durée, ça peut aller d'un jour jusqu'à 5 ans. Et les intérêts, souvent, c'est sans intérêt, mais ça dépend de l'arrangement que vous avez. Et les types de produits qu'ils donnent ici, par exemple, ça peut être de l'argent liquide ou même des actifs. Il peut vous donner une maison pour démarrer votre activité. Ça peut être aussi de la garantie, mais un élément important qu'il donne aussi, c'est le temps, l'aide, l'appui, l'assistance qu'il peut vous donner. Ça, c'est une source de financement que les projets agricoles utilisent souvent, notamment au niveau donc de démarrage. Il y a également les sources internes. Et ici, comme source interne, on peut on peut dire en fait, c'est les fournisseurs, c'est-à-dire les partenaires de l'entreprise, les acheteurs, les actionnaires, ceux qui apportent de l'argent. Donc, en termes de durée de prêt, ça dépend de l'arrangement également, de ce que vous convenez. Et euh, il y a, par exemple, des produits qui donnent, ça peut être du crédit auprès des fournisseurs, c'est-à-dire ils vous donnent un délai avant de pouvoir payer, ou bien, par exemple, les clients qui payent de façon anticipée. Et ça permet à l'entreprise d'avoir de l'argent. Et il y a également les coopératives agricoles, donc, qui ont des services de prêt. Ici, au niveau des coopératives, on connaît, par exemple, on peut avoir des coopératives par rapport aux spéculations, par exemple des coopératives horticoles, des coopératives de riz, de maïs. Donc, dans ces types de coopératives, il y a la possibilité donc d'avoir aussi des crédits dont les taux peuvent varier de 12 à 15% dans la zone à peu près. Et souvent, les taux sont fixés par les membres. Si nous continuons, nous avons une autre classe, c'est les banques commerciales qui donnent également des prêts et vous connaissez les banques comme Ecobank, BOA, Banque Atlantique. Ce sont les banques qui donnent des crédits qui peuvent aussi aller d'un an à plus de 5 ans. Et l'avantage ici, c'est que ces banques sont soumises à la réglementation donc de la Banque centrale. Et il y a beaucoup de types de prêts qu'ils donnent, comme le financement d'actifs, et les fonds de roulement, les prêts non garantis et l'escompte, par exemple, pour des prêts personnels également. À côté des banques commerciales, nous avons des institutions de microfinance. Donc, ils sont un peu semblables aux banques, mais différents quand même. Les institutions de microfinance donc, permettent également donc, à des entrepreneurs de pouvoir avoir des crédits. Et parmi les institutions de microfinance, on peut citer PAMECAS, donc, qui est au Sénégal, ACEP qu'on peut retrouver au Sénégal, au Burkina Faso, l'Union des caisses populaires au Burkina Faso, l'UNACOPEC au niveau de la Côte d'Ivoire ou PADME au niveau du Bénin. Donc également, ici, c'est similaire au niveau à la banque, mais les taux diffèrent. Par exemple, pour les institutions de microfinance, la réglementation de la Banque centrale impose un plafond de 24%. Donc, ne peuvent pas dépasser 24%. Et les types de produits qu'ils proposent, voilà. Donc, c'est les prêts de groupe, les prêts individuels. À côté de ça, il y a le fonds à impact. Ce sont des fonds, en fait, qui cherchent un impact social et environnemental positif. Donc, ils peuvent donner des prêts de 1 sur 10 ans avec des taux d'intérêt qui varient de 3 à 10%. Et parmi les structures donc qui donnent ces prêts, on a les fondations Mastercard, les fonds pour l'agriculture en Afrique de l'Est, on peut avoir la Banque africaine de développement également qui font ces prêts-là. Alors là, nous avons un tableau des critères d'éligibilité. Donc la question, c'est la question que nous devons nous poser, c'est quelles sont les exigences des différents bailleurs de fonds en matière donc de financement. Ici, je vais prendre pour la banque et la microfinance, j'ai juste pour voir. Parce que ce que nous pouvons noter, c'est que chaque bailleur a ses exigences.
nous avons essayé de tracer les exigences pour chaque bailleur. Par exemple, si nous prenons pour la banque commerciale va exiger, par exemple, des garanties. Les garanties, ce sont des actifs donc l'entreprise donne pour être pour plutôt pour avoir le crédit, pour pouvoir assurer que lui, il va rembourser le crédit. Ensuite, il y a la notation. Les banques commerciales tiennent vraiment compte des notations, à savoir l'évaluation donc de la solvabilité de l'entité qui demande le crédit, indiquant donc quelle est la probabilité qu'elle soit vraiment en mesure de pouvoir rembourser. Donc, vous voyez ici au niveau des banques, là où il y a le signe de OK vert, ce sont des types de documents qui sont demandés par ces institutions. Si on prend par exemple les fonds à impact, les fonds à impact ne demandent pas des garanties. Les fonds à impact Chris, vont... je me permets juste d'intervenir très rapidement pour vous proposer de passer la main à Bara. On est un OK, petit peu en retard sur le timing. Merci. d'accord. OK. Donc ici, donc les fonds, si vous regardez ce tableau, vous allez voir les différents types de produits. Et je vais laisser donc la main à mon collègue Bara pour aller vraiment en profondeur de ces différents produits-là. Merci. Merci beaucoup, Brice, pour cette présentation. Donc, sans tarder, donc, nous allons continuer la présentation sur les conditions de base pour l'accès au financement. Ici, nous allons essayer de voir, par exemple, les conditions pour chaque type d'acteur, parce que Brice en parlait tout à l'heure sur les sources de financement. Et nous allons voir aussi les documents demandés, par exemple, pour chaque structure de financement. Slide. Voilà, donc cette section, comme je disais là, permettra effectivement de voir effectivement quels sont les documents à produire, parce que quand vous faites une demande de financement, effectivement, l'institution financière vous demande un certain nombre de documents, notamment, donc ici, nous allons voir dans un premier temps quelles sont les sources de financement par structure, comme je disais tout à l'heure. Nous allons voir effectivement dans un deuxième temps qu'est-ce qu'un plan d'affaires et quels sont les éléments qui doivent être contenus dans un plan d'affaires. Nous allons voir dans un troisième temps rapidement qu'est-ce qu'un plan financier et quels sont les différents éléments du plan financier. Et nous finirons effectivement par certains éléments qui peuvent être indispensables ou bien optionnels dans la demande de financement. Là, comme vous voyez, en fait, nous avons une liste de documents qui est là, mais qui n'est pas exhaustive. Et en fonction de chaque structure de financement, il y a un certain nombre de documents qui sont demandés. Par exemple, quand je prends l'institution de microfinance comme la banque commerciale, la conformité est importante. C'est-à-dire qu'il faut que la structure soit formalisée. Ça, c'est important parce qu'effectivement, ça vous donne une certaine crédibilité au sein de l'institution financière. Sur la gouvernance d'entreprise, est-ce que vous avez une bonne gouvernance? Est-ce que vous avez des procédures qui sont claires, etc. Sur la planification stratégique, est-ce que vous avez un plan d'affaires? Le plan d'affaires est important. Nous allons le voir tout à l'heure. Le plan d'affaires, effectivement, ça peut être un document pour une demande de financement, mais ça peut être aussi un document de pilotage, effectivement, pour l'entreprise. Les documents financiers, tu vas revenir. Les documents financiers, c'est avoir soit des comptes certifiés, même si vous n'avez pas des comptes certifiés, au moins avoir une comptabilité de base. Ça permet effectivement aux institutions financières de pouvoir évaluer la viabilité ou bien la rentabilité effectivement de la structure. Ça, c'est des éléments effectivement qui permettent effectivement d'analyser le crédit. L'accord de prêt, effectivement, est-ce que vous avez une garantie? Parce que comme on dit, la garantie ne fait pas le prêt, mais aujourd'hui, quand l'institution financière finit le dossier, si le dossier est bon, l'institution financière se pose la question à savoir si le crédit n'est pas remboursé, s'il y a des problèmes, à quelle garantie il faut me fier? Il y a maintenant certains rapports qui seront des rapports d'impact et généralement, ce sont les fonds à impact effectivement qui demandent ces éléments. Parce que quand ils financent, ils veulent voir quel est l'impact, par exemple, social en termes de création d'emplois, l'impact sur l'environnement, etc. Donc, voilà, ça, c'est un certain nombre de documents qu'on demande. Maintenant, par rapport au plan d'affaires, concrètement dit, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Généralement, un plan d'affaires, c'est une stratégie documentée. Comme je disais tout à l'heure, c'est un document de pilotage. C'est votre carte routière. Le plan d'affaires me permet de voir, je suis aujourd'hui à un point A,
sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je veux atteindre un point B. Quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre ce point B d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans? Mais quels sont les moyens aussi à mettre en œuvre pour atteindre effectivement, pour aller d'un point A à un point B? Généralement, le plan d'affaires, les gens l'utilisent généralement comme un document pour obtenir un financement, mais c'est un document de pilotage interne. Et ce qui est plus important ici, dans l'élaboration du plan d'affaires, il faut que l'entrepreneur s'approprie de son plan d'affaires, comprenne effectivement son plan d'affaires. Parce que demain, s'il est en face d'un bailleur, d'un financier, donc c'est lui de présenter son plan d'affaires. Et généralement, qu'est-ce qu'on voit? Vous faites un plan d'affaires, vous payez un consultant qui vous fait un plan d'affaires, vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas votre plan d'affaires, demain vous êtes face à un bailleur, un financier, vous ne pouvez pas défendre ce plan d'affaires. Donc, dans un plan d'affaires, on doit retrouver des éléments de base, c'est-à-dire le résumé, c'est-à-dire qu'il vous parle de l'historique. Quel est l'historique aujourd'hui de l'entreprise? Une présentation de la direction, quels sont les avantages concurrentiels, les points saillants, etc. Une description et structure de l'entreprise. Dans le plan d'affaires, on doit voir quelle est votre activité, qui sont vos clients, comment vous vendez, quel est votre projet de développement. Aujourd'hui, je suis à un point A, demain, qu'est-ce que je veux atteindre demain, etc. L'étude de marché. L'étude de marché est importante parce que c'est l'étude de marché aujourd'hui qui me permet de voir qui sont mes clients. Parce qu'il faut comprendre que tous les clients ne sont pas vos clients. C'est en connaissant vos clients aujourd'hui que vous allez designer votre produit. Quand vous avez un meilleur produit, quand vous avez un meilleur service et que vous n'avez pas de la clientèle, vous n'allez pas vendre. Et quand vous ne pouvez pas vendre, votre entreprise ne va pas se développer. Et en connaissance de votre clientèle, que je vais devenir, quelle est ma stratégie commerciale? Quelles sont mes prévisions de vente? C'est vrai que quand vous avez 100 clients, vous avez 1000 clients, vous n'avez pas les mêmes prévisions de vente. Et par rapport à ça aussi, ça me permet de voir aujourd'hui par rapport à la concurrence, quelle est ma proposition de valeur par rapport à la concurrence? Est-ce que j'ai fait ce que tout le monde fait? Quelle est l'innovation que j'apporte effectivement sur le marché, sur les produits? Quatrièmement, vous avez une présentation, par exemple, sur votre personnel. Est-ce que vous avez une personnel technique? Quelle est la compétence du personnel? Est-ce que le personnel est bien formé, etc. Donc voilà, c'est des informations effectivement qui vont intéresser effectivement les financeurs. Et vous avez des informations financières. Vous faites des projections financières en termes de nombre de produits à atteindre, en termes de chiffre d'affaires à atteindre, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, il faut avoir des projections financières qui sont réalistes. Parfois, dans les plans d'affaires, on voit des projections financières qui ne sont pas réalistes. Et pour faire des projections financières réalistes, il faut partir de l'existant. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Où je veux être? Avec quels moyens? Ça me permet effectivement de faire des projections assez réalistes. Là, nous présentons un plan financier. Qu'est-ce qu'un plan financier? Dans le plan financier, comme dans le plan d'affaires, il y a certains éléments. C'est l'objectif financier. Quels sont mes objectifs financiers? Il faut que je définisse au départ mes objectifs financiers. Parce qu'on dit généralement que les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables et atteignables dans le temps. Je donne un exemple précis. Par exemple, je veux avoir, par exemple, une unité de transformation de mangue pour augmenter la production. D'accord? Dans le deuxième élément, parce que dans un deuxième élément, il faut avoir une analyse des revenus et des dépenses. D'où proviennent mes recettes? Quelles sont les dépenses que j'ai aujourd'hui? En connaissance de mes recettes et mes dépenses, je peux partir sur la budgétisation. Le budget, c'est quoi? C'est une prévision des recettes et des dépenses dans un temps bien déterminé. D'accord? Le budget, donc, on a des éléments sur l'investissement, des éléments sur les dépenses opérationnelles que Brice a expliqué tout à l'heure. Et en faisant une projection sur mes dépenses et mes revenus, ça me permet d'avoir, par exemple, un plan d'urgence, ce qu'on appelle généralement dans nos budgets des imprévus. Un plan d'urgence, c'est des imprévus, effectivement, qui me permet de voir, parce que quand je fais des budgets, il y a des choses, effectivement, qui m'échappent. Même dans l'exécution, par exemple, du budget, il faut des imprévus. Ces imprévus, ce qu'on appelle tout simplement des plans d'urgence. Donc, vous avez d'autres éléments qu'on peut avoir dans le plan financier, tout ce qui est gestion de la dette, stratégie d'investissement, planification fiscale et des ajustements, effectivement.
Bon, là, vous avez un récapitulatif, effectivement, des éléments essentiels et des éléments optionnels. Donc, comme élément essentiel, vous pouvez avoir, par exemple, une équipe de direction. Quelle est l'équipe de direction? Quelle est l'expérience, par exemple, de l'entreprise? Est-ce que vous avez une expérience de 2 ans, 3 ans, etc.? Et ces expériences-là aussi sont importantes, effectivement, dans la demande de financement. Parce que généralement, aujourd'hui, ce qu'on constate, que les institutions financières aujourd'hui sont très réticentes pour financer tout ce qui est démarrage, tout ce qui est création. Donc, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'éléments pour bien apprécier effectivement l'activité de démarrage ou bien l'activité de création. La preuve de la viabilité, aujourd'hui, quelles sont les preuves de viabilité? Quelle action commerciale, effectivement, il faut mettre en place, etc. La conformité fiscale, effectivement, il faut être en règle avec la fiscalité. Parfois, c'est des éléments même qui sont demandés. Est-ce que vous êtes en règle avec la fiscalité, etc. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui fournir un quitus fiscal? Ça, c'est important. Vous avez maintenant d'autres éléments, tout ce qui est garantie, comment je vais faire effectivement pour garantir mes prêts, etc. Est-ce que j'ai des certifications? Généralement, ceux qui sont dans l'agroalimentaire, généralement, on les demande, par exemple, une autorisation pour pouvoir, au Sénégal, on parle d'autorisation FRA, pour pouvoir effectivement faire tout ce qui est agroalimentaire. Ça, c'est important. Quel est l'impact sur l'environnement, etc. Est-ce qu'il y a une étude d'impact sur l'environnement, etc. Donc, voilà. Ça, c'est quelques éléments, effectivement, qui vont renforcer votre dossier. Slide. En point 6, maintenant, nous allons voir quel est le processus pour accéder au financement. Parce que pour accéder au financement, il y a un certain nombre de processus effectivement, qu'il faut voir. Vas-y. Le premier élément, c'est l'analyse des besoins financiers. Comment j'analyse mes besoins? Comment je vais savoir aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, de 1 million, ou bien de 2 millions, ou de 3 millions? C'est mon plan d'affaires et mon plan financier qui me permettent de bien évaluer aujourd'hui quels sont mes besoins financiers. Connaissant mes besoins, il faut identifier la source de financement. Aujourd'hui, la chance que nous avons dans nos pays, c'est-à-dire nous avons plusieurs banques, nous avons plusieurs institutions de microfinance. Je fais le tour des banques, je fais le tour des institutions pour voir quels sont les produits ou bien les services offerts par les différentes institutions. Et en fonction de ça, je vois quel est le produit ou le service qui s'adapte mieux par rapport à mes besoins. Parce que ça, c'est important. Connaissant ça, maintenant, il faut la préparation des documents parce que nous l'avons vu tout à l'heure, pour demander un prêt, il faut un certain nombre de documentations à fournir. Ça, c'est important. Ça peut être un plan d'affaires, ça peut être des états financiers, etc. L'engagement avec la source de de financement identifiée, c'est de pouvoir répondre aux questions. Comme je disais tout à l'heure, quand vous vous appropriez de votre plan d'affaires, vous pouvez défendre votre plan d'affaires. Aujourd'hui, vous répondez à toutes les questions. Mais si vous donnez le plan d'affaires à un consultant qui se met dans son bureau, qui vous élabore votre plan d'affaires, ce qu'on voit souvent, quand vous êtes devant le financier, vous êtes incapable de répondre effectivement à ces questions. Et le cinquième point qui est là, qui est très intéressant, c'est aujourd'hui, j'ai demandé un financement pour un investissement bien déterminé, pour des dépenses opérationnelles bien déterminées. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle un détournement d'objet de crédit. Il ne faut pas utiliser le financement à d'autres fins. Donc, voilà. Donc, parce que ça, c'est très important. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le délai de financement varie en fonction de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, effectivement, qui jouent sur le délai de financement. Quand je dis dans les délais d'obtention de financement, c'est au moment où je soumets ma demande de financement et au moment où je reçois le financement. La préparation de la documentation, c'est important. Si vous arrivez aujourd'hui à avoir toute la documentation avant de demander le financement, ça facilite, ça réduit les délais d'instruction des dossiers au niveau de l'institution financière. Le risque, effectivement, ça peut être par rapport au montant, parce qu'aujourd'hui, quand on prend, par exemple, le secteur agricole, les institutions financières considèrent aujourd'hui le secteur agricole comme un secteur à risque. Les types de financement nécessaires, c'est-à-dire les délais et les exigences, varient en fonction de la source de financement. Par exemple, quand vous allez dans une banque ou bien dans une institution de microfinance, les délais sont différents. Parce que les institutions de microfinance aujourd'hui, c'est des institutions financières de proximité.
où le traitement du dossier est beaucoup plus souple que dans une structure bancaire. Le montant aussi, le montant joue. Quand je demande, par exemple, c'est un crédit de 2 millions, c'est pas la même chose que si je demande un crédit de 50 millions. Un crédit de 50 millions nécessite effectivement une analyse beaucoup approfondie, une analyse beaucoup plus sérieuse au niveau de l'institution financière. Et enfin, la relation avec le bailleur, c'est important. Généralement, quand vous avez un premier crédit qui se passe normalement pour le renouvellement du crédit, ça pose aucun problème parce qu'effectivement, vous avez déjà la confiance de votre bailleur. Donc, comme on dit, planifier à l'avance, commencer le processus d'emprunt tôt lorsque l'argent est nécessaire de toute urgence. Donc, voilà. Maintenant, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire dans la demande de financement. Par rapport à la planification financière et conformité, anticipez vos besoins de redressement grâce à votre prévision. Parce que quand vous avez un plan d'affaires, effectivement, qui est bien élaboré et un plan financier qui est bien élaboré, je sais à quel moment je dois demander un financement. Mettez en place toute la documentation. Essayez d'avoir votre plan d'affaires, avoir des comptes certifiés, avoir une comptabilité de base. Effectivement, ça facilite. Avoir des structures de gouvernance. Parce que dans nos PME, généralement, qu'est-ce qu'on constate? La gouvernance n'est pas, on a une malgouvernance. Et la malgouvernance, aujourd'hui, c'est un facteur de risque. Favoriser une communication transparente avec les parties prenantes, il faut communiquer sur les bons chiffres, etc. Donc voilà, communiquer sur vos états financiers. Maintenir un historique de crédit, comme je disais tout à l'heure, quand vous avez un premier crédit qui se passe normalement, pour le renouvellement des autres crédits, normalement, ça ne doit pas poser problème. Maintenir des normes organisation et réputation, une bonne réputation, effectivement, parce qu'aujourd'hui, dans nos zones, il y a ce qu'on appelle la centrale des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous êtes un mauvais payeur, vous êtes sur la centrale des risques. Dans toute institution où vous allez, quand on met votre nom, on met Brice Mbemba Mbemba, ça apparaît comme mauvais payeur, effectivement, dans la centrale des risques. Donc, les choses qu'il faut éviter, donc, c'est le retard dans la formulation de la documentation requise, négliger les bilans de santé financiers réguliers. Il faut vraiment avoir une bonne comptabilité, etc., retracer. Donc, voilà. Les dossiers mal tenus, défaut de paiement, ce que je disais tout à l'heure. Quand vous avez un défaut de paiement, vous ne pouvez plus avoir des crédits. Ne pas s'aligner sur le bon financier et produit. Donc, voilà, un contrôle interne, etc., c'est important. Certains défis communs. Bon, effectivement, comme l'accès au financement, il y a des obstacles, hein, effectivement, pour l'accès au financement, surtout sur le financement agricole, qui est considéré comme un financement à risque pour les institutions financières. Vas-y. Donc, il y a des barrières internes qui dépendent de vous en tant qu'agripreneur ou bien entreprise. Il y a des barrières externes. Les barrières internes, c'est le niveau de formalité insuffisant. Absence de compte audité, absence de conformité effectuée avec les autorités fiscales, absence de certification, insuffisance sur les performances historiques et prévisions pour étayer le mode d'entreprise, l'incapacité de fournir une garantie à 100%. C'est vrai qu'on ne vous demande pas généralement une garantie à 100%, mais au moins d'avoir une certaine garantie, participer effectivement au financement de votre projet. Capacité limitée des entrepreneurs à préparer avec précision les documents tels que le plan d'affaires, comme je disais tout à l'heure. Vous ne vous appropriez pas de vos plans d'affaires, vos projections financières sont irréalistes, vous ne vous basez pas sur l'historique, vous ne pouvez pas avoir des projections financières réalistes. Manque d'anticipation, effectivement, il faut anticiper. Aujourd'hui, je suis dans le secteur agricole, la pluviométrie va démarrer effectivement au mois de juin, il faut que j'anticipe. Je sais à quel moment je dois demander un crédit, il faut que j'anticipe sur ça. Absence de politique et de procédures, quand vous n'avez pas une bonne gouvernance, quand vous n'avez pas des procédures solides, effectivement. Donc, c'est des barrières internes. Sur les barrières internes, vous pouvez agir, parce que c'est à votre niveau. Par contre, il y a des barrières externes.
Comme je disais tout à l'heure, les institutions financières qui considèrent le secteur de l'agriculture comme un secteur à risque et généralement aussi les produits qui ne sont pas adaptés. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, les gens vous disent qu'aujourd'hui, nous faisons de la finance rurale, nous faisons de la finance verte, mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils vont dans le monde rural avec des produits classiques et que là, on se rend compte que les produits ne sont pas adaptés. Donc, quelques histoires de réussite avec des entrepreneurs que nous avons accompagnés. Euh, donc, une entrepreneur qui se trouve à Kédougou, qui fait de la banane, qui avait demandé un financement d'investissement. Donc, ça, c'est les financements d'investissement pour acheter un matériel motopompe. Le montant demandé, c'était 8 000 € et le montant obtenu, c'est 5 000 €. Donc, parce que généralement, c'est ça. Ce n'est pas tout simplement que le montant que vous demandez que vous obtenez, parce que l'institution financière aussi a une expérience, effectivement, dans le financement, effectivement, de ces chaînes de valeur, etc. Donc, le temps nécessaire à l'obtention du financement, c'était 3 mois. Donc, ça veut dire que ça, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'anticipation, quand je sais que, par exemple, mon activité agricole va démarrer au mois de juin, je ne vais pas attendre jusqu'au mois de mai ou au mois de juin pour demander un financement. Parce il faut calculer le temps nécessaire pour l'institution financière pour analyser le dossier et pour vous donner une réponse favorable. Donc, le financement était obtenu effectivement auprès d'une institution de microfinance. Donc, voilà. L'entrepreneur avait présenté un business plan. Donc, nous aussi, nous l'avions accompagné sur la mise en place d'une comptabilité certifiée, à retracer effectivement l'historique de son chiffre d'affaires, ce qui a permis effectivement à l'institution financière d'être beaucoup plus à l'aise dans ce financement. Un autre cas, c'est un financement opérationnel. C'est une dame effectivement qui s'active dans le Foyon, effectivement dans la région de Kédougou, qui demandait un fonds de roulement pour l'achat de matières premières, parce qu'elle achète des matières premières pour les transformer. Elle avait demandé 10 000 €, effectivement, elle a obtenu 10 000 €, parce que, pourquoi ça a été facile? Parce que déjà, l'entrepreneur avait déjà un compte au niveau de l'institution financière. Et elle épargnait, il y avait des mouvements sur son compte. À chaque fois, elle faisait des décaissements, des dépôts, etc. Ce qui a permis à l'institution financière d'avoir une bonne visibilité sur l'activité, effectivement, de la dame. D'accord. Quand la dame a demandé un financement, c'est le montant qui finançait, effectivement, qui a été accordé. Et que la dame aussi ce n'était pas une comptabilité classique, mais au moins, elle avait une cahier recettes-dépenses qui permettait effectivement de tracer quelles sont ses recettes et ses dépenses. Et ça permet aussi à l'institution financière d'être très à l'aise, effectivement, sur l'instruction du dossier. Ça, c'est vraiment 2 expériences réussies. Donc, nous sommes maintenant à la clôture de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Brice rapidement et que nous allons revenir si vous avez des questions. Donc, je vous remercie. OK, merci beaucoup, Bara, donc, pour cette partie. Alors, donc, pour notre webinaire, comme nous voyons, donc, nous avons commencé par l'introduction. Ensuite, nous avons passé sur l'accès au financement, donc, pour le projet, où nous avons vu, en fait, le CAPEX, les financements CAPEX, les financements OPEX. Et ensuite, nous avons également parlé de la maturité, des 4 étapes de la maturité, donc, du projet et la préparation qu'il faudrait faire, donc, pour l'investissement. Donc, ça, ce sont les éléments que nous avons vus, les différentes phases, en fait, sur l'accès au financement, l'importance de la formalité, la formalisation. Et nous sommes allés au niveau, donc, des sources. Nous avons parlé des différentes sources de financement, les 3 catégories de sources et au niveau, donc, les différents également éléments qui composent ces 3 catégories. Ensuite, nous avons parlé des conditions de base pour accéder au financement, le processus d'accès au financement et enfin les défis communs donc, qui nous a été présenté donc, par mon collègue
Bara. Et nous avons terminé par quelques exemples, donc deux exemples de financement qui ont été réussis par les agripreneurs. Donc voilà les éléments dont nous voulions partager avec vous pour voir que le financement donc d'un projet agricole, ça peut se faire, mais tout projet n'est pas, je dirais, éligible à un financement. C'est à nous de voir la maturité et lorsque nous voulons un financement, donc nous devons nous préparer et nous devons également anticiper sur nos besoins afin que nous ne soyons pas surpris. Donc, je vais redonner la parole donc à mon collègue, à mon ami Brice, mon homologue Brice, pour pouvoir nous présenter les éléments, les produits que le collègue donc met à disposition des agripreneurs. Brice, à vous la parole. En effet, merci beaucoup pour cette présentation, Bara et Brice. J'aimerais juste clôturer avant la séance de questions-réponses par une petite séance d'information sur ce que le Colide est capable de vous offrir comme service. Aujourd'hui, nous avons essayé de démystifier l'accès au financement pour répondre aux nombreuses questions que nous avons à ce sujet-là. Mais l'accès au financement est uniquement un des sujets sur lesquels Colide peut vous aider. Donc, Colide fournit des outils et une assistance technique pour aider les agripreneurs en général à améliorer leurs compétences en gestion et donc à être mieux préparés à l'accès au financement. On l'a vu aujourd'hui, la capacité à bien gérer son entreprise est une condition sine qua non pour l'accès au financement. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec, d'une part, de l'assistance technique, et pour ce faire, je vous invite à remplir une demande d'appui si vous pensez avoir un besoin pertinent. Et d'autre part, par la formation. Nous avons une plateforme de formation avec des cours en auto-apprentissage accessibles à tous gratuitement sur les différentes thématiques que vous voyez ici sur la droite de la présentation, notamment sur la gestion comptable, sur le marketing, sur la gestion des ressources humaines, la gestion des financements, etc., etc. À ce sujet, et je vous invite à passer à la slide suivante, Brice, nous avons euh, depuis très peu une nouvelle formation disponible sur l'introduction au business plan. On l'a dit aujourd'hui, avoir un business plan, un plan d'affaires est aussi une question sine qua non pour obtenir du financement, en tout cas chez la plupart des sources de financement. Et nous avons donc créé une formation qui vous donne tous les éléments nécessaires pour construire un business plan de base et vous informer quant aux meilleures pratiques pour le construire. Cette formation est disponible sous deux formats, soit en auto-apprentissage, mais avec l'intervention d'un expert, donc qui sera là durant 4 semaines, une séance par semaine pour vous aider à avancer dans votre objectif d'apprentissage. Et ceci démarrera dès la semaine prochaine, donc le 22 avril. Nous allons vous donner, avec le mail de suivi de ce webinaire, les liens pour vous inscrire ou pour en tout cas postuler. Et par la suite, vous serez capable, si vous préférez faire ça uniquement à votre rythme, d'accéder à cette formation en auto-apprentissage à 100% quand vous voulez, à partir sans doute de juillet. Voilà. C'est sur ceci que se clôture la présentation et ce webinaire avant de passer aux questions et réponses. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire et j'espère avoir répondu à de nombreuses questions. J'espère que Colis vous a apporté des réponses, en tout cas par rapport à vos interrogations. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions et réponses que vous voyez au bas de votre écran. Nous essayerons d'adresser un maximum de questions. Si certaines questions restent non répondues, nous essayerons de vous répondre par email par la suite. Mais mes collègues Brice et Bara sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Un grand merci à tous et n'hésitez pas à donc poser vos questions ici dans la section appropriée. Merci beaucoup. Et je vais donc peut-être même déjà commencer par des questions qui ont été posées durant la session. Je pense qu'on a une question assez générale, mais qui est intéressante pour la plupart des participants aujourd'hui. Et je vous la pose à vous, Brice et Bara. Quand avoir recours à un prêt bancaire ou plutôt une subvention? Je pense que c'est une question assez générique, mais qui mérite d'être répondue. Brice, Bara, je vous laisse répondre.
Merci Brice, merci pour la question. Quand avoir recours à une subvention à un prêt. Pour avoir recours à une subvention à un prêt, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des prérequis, il y a une préparation qu'il faut faire. La question que je me donne maintenant, est-ce que j'ai besoin du prêt ou pas? Parce qu'on se rend compte que pour la demande de financement, on se rend compte que certains paiements, certains agripreneurs n'ont pas besoin de prêt. Le problème, ce n'est pas un prêt, mais le problème, c'est un problème d'organisation générale. Donc, il y a un prérequis qu'il faut faire, avoir un business plan, avoir un plan financier, et sur la base de ça, voir maintenant, est-ce que j'ai besoin d'un prêt ou pas? Parce que le prêt bancaire, quand vous prenez un prêt, le prêt n'est pas gratuit. Le prêt se paye avec des intérêts parfois qui sont très chers. Donc, il faut une certaine préparation. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir un plan d'affaires, avoir un plan financier et sur la base de ça, voir maintenant, évaluer quel est maintenant votre demande, votre besoin. Si je dois demander un prêt, quel montant je dois demander, sur quelle période, etc. Donc, vraiment, ça demande une préparation, une bonne préparation avant de s'engager auprès d'une institution financière. Merci, Bara. Je pense que c'est un bon résumé. Je voulais J'ai une compléter autre un peu question. Oui, Brice, la je t'en réponse de prie. Bara sur la subvention. Souvent, les subventions sont données, par exemple, pour des projets qui démarrent. Ou, par exemple, lorsque une entreprise fait une action de recherche ou bien mettre en place un produit innovant, souvent, les structures de subvention interviennent à ce niveau. Et ça peut également être peut-être un objectif que la structure recherche dans la zone. Donc, elle peut donner le financement pour faciliter le démarrage donc, de cette action. Et c'est à ce niveau que les structures proposent les subventions. Et il y a souvent, comme on a dit, les critères d'éligibilité qu'ils imposent pour rentrer dans les objectifs. Donc, comme a dit Bara, au niveau du prêt, la structure regarde si elle est prête ou pas. Et même au niveau des subventions, souvent, c'est quelque chose, des critères qui sont déjà prédéfinis par le bailleur qui veut donner la subvention. Merci beaucoup. Merci. Je passe à une autre question, en fait, deux autres questions qui se rejoignent de Toavina et de Steve Diouf. Toavina nous demande, bonjour, si l'entreprise n'est pas encore dans sa maturité, ne peut-elle pas faire une demande de financement? Point d'interrogation. Et alors Steve nous dit qu'il a créé sa structure dans l'horticulture, agroforesterie au Malawi. Euh, il fait de la recherche appliquée, PhD en foresterie, qui sert de base au business. Le projet est dans une phase de recherche et développement et donc il demande si certaines institutions sont plus pertinentes à contacter que d'autres pour cette faible maturité de projet, même s'il y a peut-être un grand potentiel, la maturité aujourd'hui est assez faible. Quels seraient vos conseils? Oui, généralement, si c'est un projet en démarrage, mieux vaut faire recours à des subventions. Parce que les subventions, effectivement, il n'y a pas de charge financière derrière. Mais comme on voit, les subventions, ce n'est pas donné à n'importe quel moment, etc. Mais une subvention, c'est beaucoup moins cher que, par exemple, parce que sur une subvention, généralement, il n'y a pas d'intérêt, etc. Alors que sur un prêt bancaire, il y a des intérêts, il y a d'autres frais, des frais de gestion qu'on vous demande, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, si vous pouvez démarrer par votre propre moyen, chercher des subventions et en un certain moment, quand vous atteignez, par exemple, un certain niveau de croissance, un certain niveau de viabilité, de rentabilité, ça, vous pouvez faire appel effectivement au prêt bancaire. Ça permettra effectivement de supporter les charges financières. Oui, pour compléter, donc effectivement, l'entreprise n'a pas encore atteint une certaine viabilité qui peut lui permettre de supporter donc les charges financières dont parlait Bara. L'autre option qu'elle peut avoir, donc, c'est de chercher des partenaires qui vont accepter de partager ce risque-là, notamment le capital, la prise de participation dont on a parlé. Ils peuvent trouver des fonds d'investissement ou bien des personnes
privés qui acceptent partager le risque et qui mettent de l'argent, mais savent que c'est pas peut-être en une année, 2 ans, 3 ans qu'ils vont avoir le retour. Donc, dans ce cas, en fait, ils partagent, ils ouvrent un peu l'entreprise, bien une partie, pour qu'ils puissent avoir des financements et maintenant démarrer l'activité avec ceux qui veulent vraiment, qui partagent ses objectifs, qui partagent son ambition sur ce domaine-là. C'est également une possibilité qu'il peut explorer pour financer son projet. Merci beaucoup. Je vois une autre Lucien, question. voilà. Je vois une autre question. Avez-vous des conseils pour la préparation du plan financier lorsqu'on est en démarrage de projet et on n'a pas d'historique? Oui, même si vous n'avez pas d'historique, ça ne vous empêche pas de faire votre plan financier. Parce que comme nous avons dit tout à l'heure, pour le démarrage du plan financier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir effectivement défini effectivement ses objectifs financiers. Quels sont mes objectifs financiers? Mais il faut avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont spécifiques, smart et atteignables. Une fois définis vos objectifs financiers, il faut maintenant évaluer vos recettes et vos dépenses. Les recettes, par exemple, aujourd'hui, où je vais prendre des recettes. Je suis dans l'activité, par exemple, de commercialisation. C'est les ventes, effectivement, qui me permettent d'avoir des recettes. Mais en face, il y a aussi des dépenses. Et sur la base de ça, maintenant, ça me permet de faire un budget. Comme je disais tout à l'heure, un budget, c'est une prévision des ventes et des recettes. Après mon budget maintenant, je fais des ajustements. Est-ce qu'aujourd'hui, les recettes prévisionnelles permettent de couvrir les dépenses prévisionnelles? Sinon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux augmenter mes recettes prévisionnelles? Sinon, je vais prioriser effectivement les dépenses parce que je suis en démarrage, il y a des investissements peut-être que je n'ai pas besoin tout de suite. Il y a certaines dépenses dont je n'en ai pas besoin tout de suite. Ça me permet effectivement de prioriser et d'ajuster, par exemple, mon budget et ne pas oublier de faire un appel, un plan d'urgence. Parce que quand vous démarrez, il y a des dépenses qui vont arriver, il y a des imprévus qui sont arrivés, donc ça, il faut les prévoir. Donc, comment faire pour avoir un petit montant de marge pour faire face à ces urgences, à ces imprévus? Merci, Bara. Je vais en profiter pour répondre à une question qui a trait au Colide. Donc, Vanessa Zawadi nous demande quel est le rayon d'action du Colide au sein des pays d'Afrique et si Colide peut aider à trouver de meilleures connexions, des partenaires qui peuvent financer nos projets agricoles. Alors, le périmètre d'action du Colide aujourd'hui en termes d'accès au financement grandit, mais reste dans une envergure modeste. Notre objectif aujourd'hui est de fournir les connaissances et de faire du renforcement de capacité pour permettre à nos partenaires qui bénéficient de notre soutien d'avoir les outils, d'avoir les connaissances, de savoir où aller chercher du financement et comment aller le chercher. Le Colide ne propose pas de financement et ne fait pas de mise en relation avec certains acteurs pour l'instant. Ça fait partie des choses que nous aimerions faire et que nous ferons par la suite. Mais à ce jour, ce que nous proposons, ce sont des webinaires comme celui-ci, des formations comme l'introduction au business plan dont le lien vous sera partagé dans l'email de suivi. Nous sommes également en train de développer une formation sur l'introduction au plan financier et nous vous tiendrons informés des autres formations qui vont arriver par la suite. Voilà. Euh, voilà pour le Colide. J'ai une autre question de Landing Badji sur nous sommes une GIE et avons présentement acquis un champ de 4 hectares en zone sud du Sénégal avec tous les documents nécessaires. Nous souhaiterions exploiter le périmètre. Comment pouvons-nous faire pour bénéficier d'une subvention? Je pense que ça rejoint un peu la question qui avait été posée précédemment. Plutôt subvention, comment fait-on pour y arriver? Je me permets de commencer à y répondre. Bara, je vous laisserai compléter. Euh, En termes de documents nécessaires, est-ce que vous faites référence aux documents de propriété ou à tous les documents qui vous seront demandés par l'institution qui vous donnera du financement, que ce soit une subvention ou un prêt bancaire, vous aurez besoin de produire un business plan, un plan financier et d'autres documents certifiant la propriété du terrain, etc., etc. Donc il faut s'assurer premièrement d'avoir tous ces documents à disposition et que ces documents soient robustes
et qu'il soit en tout cas basé sur une réalité et sur une réalité qui n'est pas trop optimiste, mais qui est bel et bien une réalité rationnelle. Et par la suite, ce que peux vous conseiller de faire, c'est de rechercher les différentes sources de financement et les différents organismes de subsides qui existent dans votre région et de les contacter avec ce lot de documents que vous aurez déjà préparé et qui facilitera le processus par la suite. Bara, je vous laisse compléter. Oui, je pense que Brice a dit l'essentiel, hein. Donc voilà. Une fois, ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est pour les entrepreneurs, c'est avoir une cartographie des différents bailleurs, que ce soit banque, institution microfinance, partenaires, etc. Il faut avoir cette cartographie. Et en fonction des besoins maintenant, voir quel est aujourd'hui le bailleur le plus approprié, effectivement, par rapport à ma demande de crédit ou à ma demande de subvention. Mais ce qui est important, comme Brice l'a dit tout à l'heure, c'est avoir vraiment ces documents-là, un plan d'affaires, un plan financier, mais des documents fiables. Parce qu'aujourd'hui, en lisant certains documents, plans d'affaires, plans financiers, on se rend compte généralement que ce n'est pas réaliste. Les projections financières aujourd'hui qui ne sont basées sur aucune hypothèse, etc. Généralement, l'entrepreneur ne maîtrise pas, ne s'approprie pas de son plan d'affaires, de son plan financier. Aujourd'hui, il ne peut pas le présenter auprès des bailleurs, ça pose un problème. Donc voilà. Tout à fait. J'en profite pour répondre à deux questions qui ont trait également au Colide, Euh, notamment une sur le manque de compétences en gestion administrative et comptable de l'entreprise. Comment le Colide peut-il nous aider au Gabon? Alors, nous allons envoyer dans l'email de suivi le lien pour bénéficier d'un appui. Mais comme vous l'avez vu dans une des slides précédentes, nous avons toute une série de cours gratuits en auto-apprentissage que vous pouvez suivre et qui vous donnent les bases de la gestion, donc que ce soit le marketing, la gestion comptable, la gestion des ressources humaines, etc. Je vous invite vraiment à aller sur la plateforme de formation et à suivre ces cours parce qu'en une demi-journée, il vous donne une bonne compréhension du thème et également peut-être de ce que vous ne savez pas encore à propos de ce thème et ça vous aidera par la suite à faire appel aux bons professionnels pour vous aider. Voilà, ça, c'était une première question sur le Colide. La deuxième question, c'était que doit faire une entreprise qui veut signer un partenariat avec vous, être membre de votre réseau? Eh ben, c'est un peu la même réponse. Vous verrez dans l'email de suivi les différentes possibilités. Nous avons donc un programme qui est encore ouvert, même si il commence à être bien rempli. Vous pouvez faire une demande d'appui qui sera analysée par nos soins et nous allons vous faire un retour. Et en fonction de notre capacité à vous aider par rapport à votre cas précis, nous pourrons vous dire ce que nous pouvons faire pour vous. Voilà. Alors, je vois aussi de nombreuses questions et préoccupations sur le fait d'obtenir la présentation et l'enregistrement de la séance d'aujourd'hui. Je tiens à rassurer tout le monde et les slides de la présentation et l'enregistrement de la présentation seront bel et bien distribués à la suite du webinaire aujourd'hui. Vous pourrez recevoir ces informations d'ici la fin de semaine. Vous recevrez aussi les coordonnées de Bara et Brice du bureau PPI si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vois une question. Comment pouvez-nous mettre en rapport avec les banques pour avoir une subvention? Juste pour vous rassurer que les banques ne donnent pas de subventions. Les banques donnent des crédits, hein. Ça, ça, je vous rassure. La banque ne donne pas de crédit, de subventions, mais la banque donne des crédits. Voilà. Maintenant, entrer en relation avec les banques, mais il faut aller vers l'information. Il ne faut pas avoir peur d'aller rencontrer les banques, rencontrer les institutions de microfinance. Aujourd'hui, comme je disais, vous avez plusieurs banques, vous avez plusieurs institutions de microfinance. Aujourd'hui, je dis que vous êtes les rois. Ah oui, parce que les banques, en fait, c'est des concurrents, les institutions de microfinance, pareil, etc. Et comme j'ai dit, la banque comme l'institution de microfinance, moi, je les considère comme des commerçants. C'est des gens qui vendent de l'argent, hein. Ils ont besoin de vous. Vous êtes des clients. Une banque qui ne finance pas, la banque va fermer. Une institution de microfinance qui ne finance pas, l'institution de microfinance va fermer. Donc voilà, l'offre est là, la demande est là. Maintenant, comment faire pour adapter l'offre par rapport à la demande? Aller vers l'information, demander les informations, faire le tour de plusieurs banques, de plusieurs institutions,
Mettez les conditions sur la table, voir quelles sont les conditions qui sont plus adaptées par rapport à votre activité et allez-y. Tout à fait. Et je complète ce qu'a dit Bara euh, en, en vous informant que lever des fonds, ou en tout cas trouver des subventions ou obtenir un prêt, donc ce sont vraiment deux choses différentes. Trouver des subventions, obtenir un prêt. Les banques et les institutions de microfinance peuvent donner des prêts. Les subventions viennent d'autres organismes, généralement des organisations non gouvernementales ou alors des gouvernements locaux, etc. Donc ce sont deux choses différentes, mais les deux prennent du temps. Les deux prennent du temps et nécessitent de préparer de la documentation. Pourquoi? Parce que les personnes qui vous fourniront soit un prêt, soit une subvention ne parlent pas le même langage. Donc, ces personnes parlent le langage rationnel, le langage de la comptabilité, le langage financier. Et il est très important de savoir s'adapter au langage de ces personnes pour vous assurer une communication optimale. Ce que nous avons essayé de faire avec le webinaire aujourd'hui, c'est de vous fournir les différents éléments de compréhension, les différents termes que vous devez comprendre pour pouvoir communiquer efficacement avec ces partenaires, que ce soit donc des banques, des institutions de microfinance, des fonds impact ou alors des organismes de subvention. Et alors, un organisme de subvention donc va vous donner de l'argent qui ne sera pas spécialement, enfin, qui ne devra pas spécialement être remboursé, mais à certaines conditions. Et donc, il faut bien se rendre compte que ces organismes de subvention reçoivent beaucoup de demandes. Et au plus la demande est claire et facile à comprendre pour les organismes de subvention, au plus ce sera facile pour vous d'obtenir le montant désiré. Donc, j'insiste très fortement sur le besoin de documenter, de formaliser votre projet pour pouvoir le communiquer. Si c'est uniquement à l'oral que vous communiquez votre projet, ce sera très difficile d'obtenir un montant, que ce soit des subventions ou des banques. Et quand je dis très difficile, je pense impossible. Voilà. Brice, je voulais compléter le point d'aller vers l'information. En fait, c'est vrai que ceux qui veulent les subventions peuvent également se rapprocher des ministères de l'agriculture de leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de fonds, par exemple, qui font des subventions et qui travaillent avec les programmes et les projets que l'État met en place pour renforcer les projets, les agripreneurs, etc. Donc, il ne faut pas aller vers l'information. C'est bien d'aller vers les banques, ça permet d'avoir les produits qui proposent les institutions de microfinance, mais également les services techniques ou bien les services du ministère de l'Agriculture peuvent vous donner également des informations sur les fonds ou les projets qui sont disponibles et qui peuvent cadrer avec leurs projets pour pouvoir bénéficier des subventions. C'est un élément important également à ne pas négliger. Merci beaucoup. Oui, et pour continuer OK. sur ce sujet, euh, j'aimerais aussi inviter tout le monde à prendre le temps de se renseigner sur ce que c'est un business plan, sur ce que c'est un plan financier. Euh, Généralement, nous avons affaire à des gestionnaires d'entreprise qui sont fort occupés par leur entreprise, par la production, par les aspects plus opérationnels. Néanmoins, c'est une vérité, cela prend du temps de s'organiser pour lever des fonds, pour accéder à du financement, pour trouver une subvention. C'est un temps qu'il faut prendre et qui généralement est bénéfique pour structurer vos activités. Au plus vos activités sont structurées, au plus elles sont faciles à communiquer. Donc, cette question, cette thématique de l'accès au financement, elle est très fortement liée à toutes les thématiques de gestion. Au meilleur, on est au niveau marketing, au niveau gestion des ressources humaines, au niveau gestion comptable. Au plus facile, ce sera de trouver du financement. Donc, les conditions essentielles pour accéder à des financements sont le fait d'avoir une très bonne gestion de son entreprise et d'essayer de se formaliser sur tous les aspects mentionnés. OK, j'espère qu'on a répondu à l'essentiel des questions, mais toutefois, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas comme
Brice 2 l'a dit tout à l'heure. Donc, on va vous donner les contacts. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, on pourrait continuer à répondre aux questions. Et voilà, comme on disait au début, nous allons vous envoyer une évaluation pour que vous puissiez nous donner en fait vos retours afin de permettre en fait d'améliorer ces sessions de webinaire. Donc, merci beaucoup pour avoir participé. Je pense que nous sommes arrivés à notre temps. Il nous reste, je pense, une minute. Donc, Tout à Brice, est-ce fait. qu'on peut clôturer? Tout à fait, j'en profite pour vous remercier, Brice, Bara, pour vos explications et votre implication. Euh, J'en profite aussi pour remercier tous les participants et leurs questions. C'est très agréable de recevoir autant d'intérêt et de curiosité par rapport à cette thématique qui effectivement préoccupe beaucoup de personnes qu'on rencontre. Euh, je vous invite à remplir le formulaire de satisfaction qui vous sera envoyé par email. C'est vraiment très important pour nous pour comprendre si on a répondu à vos questions et s'il y a d'autres sujets qui méritent d'être explorés et de faire l'objet d'un webinaire. Donc, merci d'avance de remplir ce questionnaire. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Et voilà, de manière générale, je vous souhaite bonne chance dans votre quête pour lever des fonds, votre quête pour trouver de l'argent pour financer vos projets. Ils le méritent. Et je remercie également, vous ne l'avez pas vu, mais Waiting qui fait partie de mon équipe ici au Colide pour son aide durant toute la préparation de ce webinaire. Merci à tous et je vous rassure encore une fois, vous recevrez toutes les informations dans un email de suivi. Voilà, merci à tous pour votre présence.